Bonjour à toutes et tous. Oui, je vous redonne les éléments de contexte. Donc, Nicolas m'a sollicité en fait en me disant bon, je dois présenter, mais je suis pas là, donc c'est moi à la place. Hein, voilà. Donc je suis un peu sur un ersatz de Nicolas Aubert, un peu moins velu, mais c'est ainsi. Et donc en fait, le point ici, c'est de vous présenter un projet et surtout au fond de faire une forme de propagande universitaire, ou en tout cas de se dire on a tout intérêt à travailler main dans la main, nous les académiques et vous, entreprises, voilà, tout type d'organisation, parce que ça nous manque cruellement, ou en tout cas sinon il y a un focus sur les grandes entreprises, ce qu'on a aussi par ailleurs quand on le voit pour être enseignant-chercheur dans un IAE, on a un focus sur les grandes entreprises qui est mécanique. Et c'est très bien, hein, on apprend plein de choses avec les grandes entreprises. Pour autant, bon, elles sont nombreuses, mais pas tant que ça. Et donc, je viens vous raconter quelques éléments sur ce point, sur comment on peut travailler. Au passage, Nicolas est à Medellín, il fait de la propagande pour l'actionnariat salarié à Medellín. Voilà, comme quoi, ça peut aller très très loin, c'est ce qu'il m'a dit par WhatsApp tout à l'heure. Donc le partenariat avec, je vais revenir sur la jeunesse de ce partenariat avec le Crédit Mutuel Épargne Salariale, enfin, qui a un changement de nom récent, qui avait un autre nom avant, mais c'est le nouveau nom à venir. Et en fait, ce partenariat nous permet d'aboutir à cette question de recherche. Le nous permet d'aboutir, c'est on a les données, reste à travailler maintenant, et le temps universitaire est plus long parfois que le temps de l'entreprise, et donc nous allons travailler bien évidemment. Donc le but, c'est dans un premier temps d'étudier, on est en plein dans le sujet, les déterminants de l'actionnaire salarié dans des formes d'organisation où on a du mal à avoir des données, en l'occurrence des PME et des ETI. On a aussi d'autres points sur lesquels on pourrait travailler, puisque c'est ça qui nous a rapprochés en fait effectivement avec Nicolas, c'est qu'on est prof de finance tous les deux. Lui, il est spécialisé en actionnariat salarié, moi pas. Je suis plutôt sur une thématique d'investissement vert. Et en fait, on s'est rencontrés au travers de soutenances de thèse. On s'est dit qu'on aimait bien les mêmes choses, notamment des approches théoriques assez proches en finance comportementale, et que ce serait bien d'avancer sur ce point. Et donc, on en est venu à ce sujet, mais on peut aussi imaginer, puisque dans les données, il y a d'autres points que du seul actionnariat salarié, il y a aussi de l'épargne entreprise et il y a de l'épargne retraite, qui est une vraie question, enfin, avec un développement, comme on l'a vu, qui est extrêmement modeste par rapport aux aides véhicules. Ça n'a pas été les choix de notre société de les développer outre mesure. En tout cas, on a encore une grosse partie de répartition. Et pour le coup, il y a un certain nombre de choses à faire. Et pour les faire, il faut à un moment donné accéder à un matériau de données qui est quand même assez peu français en général. Il y a l'exception particulière, effectivement, chez Amundi, où il y a un accès aux données, et Marie Bayer qui travaille dessus, ici présente, n'est-ce pas? Mais sinon, on a beaucoup de travaux sur des données américaines ou des données dans des pays du nordique, type Suède, Danemark, qui ont des grandes diffusions de données. Donc c'est un vrai point pour les chercheurs en finance, parce qu'à un moment donné, si on n'a pas... On peut bien réfléchir dans notre tour éthéré universitaire si on le souhaite, mais à un moment donné, c'est bien d'aller voir la réalité et de mettre les mains dans le cambouis. Donc là, l'objet, c'est de travailler sur des PME, des ETI. Et ici, vous avez un certain nombre de résultats antérieurs. C'est la revue de littérature là, qui avait été faite par Nicolas, avec les variables qu'on peut identifier, qui vont nous permettre de dire quel est l'effet de telle ou telle variable sur l'actionnariat salarié. Je vous en fais grâce de la lecture de toutes les variables, elles sont relativement explicites. On en a identifié un certain nombre d'autres qu'on pourrait utiliser. Mais voilà, on veut explorer sur un certain type d'organisation mal connue par les chercheurs. Et donc, les données auxquelles on a eu accès là, donc qui sont avec le Crédit Mutuel Épargne Salariale, c'est les données sur l'ensemble des entreprises de moins de 5 000. Et on a donc 3200 entreprises, ce qui représente plus de 800 000 salariés. Et il y en a évidemment qui sont avec et sans actionnariat salarié, ce qui va nous permettre effectivement de cerner quels sont les déterminants, ce qui a pu faire au niveau des entreprises, avec un certain nombre de variables qui apparaissent en dessous. Ce qu'on a comme source qui est intéressante et qui se discute, parce que c'est une source relativement bruitée, c'est qu'on a les codes INSEE des localisations
des entreprises. Alors pour des petites entreprises, c'est relativement moins bruité, mais on a les codes INSEE puisqu'on a les noms des villes. Donc on est capable ensuite avec les codes INSEE de remonter un certain nombre de données locales qui vont nous permettre quand même de cerner un certain nombre de choses. On peut capter par exemple des choses comme la tension sur le marché de l'emploi, le niveau d'éducation, le niveau de richesse locale par exemple. On a un certain nombre de ces variables qui sont notées en bas, là, degré d'urbanisation, population, taux d'activité, taux de chômage, etc. etc. Et en fait, avec ces variables, on va essayer d'expliquer ce qui va faire que oui ou non une entreprise se dirige vers l'actionnariat salarié, et on va le faire au niveau entreprise. C'est l'objectif pour l'instant. Et dans le cadre du partenariat avec Crédit Mutuel Épargne Salariale, on va aussi avoir un travail qui va être mené au niveau micro, donc on va descendre à un niveau plus bas au niveau des individus, où on va avoir des données sur des dizaines de milliers, enfin des centaines de milliers même de salariés, puisqu'il y en a 800 000, mais on n'aura pas forcément des données propres traitables pour les 800 000, mais on aura des centaines de milliers de salariés sur plusieurs années, ce qui permet d'adresser, on va dire, d'autres problématiques qu'on ne pourra pas cerner ici au niveau entreprise, sur, je sais pas, par exemple, l'effet de la crise Covid sur les niveaux de risque au niveau des individus. C'est typiquement des choses qu'on peut traiter avec des données micro, pas avec des données entreprises, on le cernera mal. Donc voilà, ça c'est le projet. Il reste à avancer, c'est pas un travail absolument intenable. Maintenant, on a toutes les données. On a aussi des données au niveau des entreprises, puisqu'on a les données issues d'une base de données qui s'appelle Diane, qui va nous permettre d'avoir des données comptables et pour contrôler un certain nombre de points au niveau sectoriel, ce qui n'est pas évidemment sans influence pour ce genre de choix. Donc voilà l'état du projet. Je poursuis sur cette question de vertu que peut avoir un partenariat ou un travail conjoint université-entreprise, organisation au sens large. Hein, si je connais mal, il y a des entreprises, il y a probablement d'autres formes d'organisation que des entreprises parmi vous. Donc, mais du coup, pour vous montrer le timing, c'est long. Comme on peut le constater, puisque là vous avez un copier-coller caviardé même d'ailleurs, parce que ça évite de diffuser des données, des noms internes de la société, mais entre nous, Université d'Aix-Marseille pour Nicolas, Université de Bourgogne pour moi, et puis la société qui nous diffuse les données, avec une évidemment grande peur. On le voit, hein, c'est pas la première fois qu'on tente d'accéder. Enfin, moi, j'ai déjà essayé aussi d'accéder avec un autre collègue d'une autre université à des données, notamment chez des partenaires bancaires. Et immédiatement, on a comme un stress avec la réglementation générale sur la protection des données, les problèmes de confidentialité et cette impression que ça va mal se passer avec, je ne sais pas pourquoi, que ça va mal se passer peut-être avec des universitaires, je ne sais pas, il y a peut-être un mythe, mais en fait, nous aussi, on fait un travail tout à fait sérieux, et donc si on a des données, je vous jure, on ne va pas faire n'importe quoi, et on va, parce qu'une fois, j'ai eu ça, qu'on allait peut-être diffuser, par exemple, des données à des partenaires sociaux. Bon, nous, c'était pas l'idée d'un complot avec les syndicats, en fait, du tout. C'était juste pour travailler en toute intégrité, parce qu'on est universitaire, qu'on est fonctionnaire et serviteur de l'État. Enfin, on fait notre travail en toute intégrité. Mais il y a une vraie peur, et en fait, là, on avait réussi à désamorcer cette peur. C'est Nicolas qui avait prospecté au sein de son réseau, qui avait réussi à prendre langue avec le DG du CMCIC épargne salariale, et puis qui avait dit OK, go, on avance. Qui a changé depuis, hein, mais qui a changé, ça a changé de DG au Crédit Mutuel Épargne Salariale. Mais du coup, on a pu avancer et c'est super. Enfin, c'est super. Il n'y a rien de plus réjouissant puisque c'est au plus haut niveau de l'organisation qu'on arrivera à avancer. Néanmoins, ça a mis un peu de temps puisque premières approches 2019, on est donc en 2024 et déjà vous voyez que ça a mis des mois et des mois et des mois avant qu'on aboutisse à ce document de convention, soit en octobre 2021 pour que la convention soit signée par toutes les parties, sachant qu'une université c'est aussi une grosse organisation extrêmement lente et que pour faire signer une convention par un président, il y a un certain nombre de circuits, ça met des semaines, voire des mois. Donc on a quand même mis 2 ans à peu près à signer une convention et puis ensuite, vous voyez, ça a mis 1 an parce que derrière, il faut une ressource. Alors, c'est l'avantage des universitaires. Ont été évoqués les coûts. On coûte pas cher puisqu'on est payé par l'État. Alors, il y en a peut-être qui sont plus cupides que moi. En tout cas, moi, je coûte pas cher puisque je demande pas d'argent. J'ai mon salaire tous les mois et c'est pour la recherche et que c'est pour après l'intérêt personnel qu'on y a et que ça participe de notre carrière. Mais il y a des coûts cachés, bien évidemment, puisqu'il faut extraire les données à un moment et qu'il faut une personne qui va extraire ces données. Et c'est ça le coût caché, c'est un bout d'équivalent temps plein avec quelqu'un qui va mettre les mains dans le cambouis, qui va faire des réunions avec nous pour savoir ce qu'on veut comme forme de données, comme présentation des données éventuellement. Et donc ça a mis un peu de temps.
Et là, depuis, on a des échanges réguliers, donc ça commence à être stable et on va pouvoir travailler sur des données, sur les données entreprises, c'est OK, sur les données micro, ça, on va avancer. Et c'est aussi pour vous dire quelle autre manière on peut avoir de travailler, parce que la finance évolue quand même. Parce qu'il y a pas beaucoup, enfin, dans la recherche académique, on est assez conservateur. Enfin, dans les grandes revues, en tout cas, c'est assez conservateur. Ça met du temps à évoluer, des années et des années. Et on a eu tout un travail comme celui qu'on va faire, qui se fait sur des données. On a des fichiers TXT, CSV, peu importe, on les passe dans un logiciel et puis hop, on fait tout un tas d'analyses statistiques, économétriques. Mais on prend souvent des données qui viennent de bases de données ou d'entreprises, ok. Mais on peut aussi créer entre guillemets, créer les données. C'est pour ça que je vous ai listé ça. Là, il y a un certain nombre d'articles récents quand même qui travaillent sur des questionnaires. Ça peut sembler... Nos amis en marketing font ça beaucoup, par exemple, effectivement. En finance, il y a eu quelques papiers pendant des années, et puis là, il y a quand même un certain nombre de papiers récemment, et dans les grandes revues, ce qui est un signe, quoi. Et donc, il y a beaucoup de travaux par questionnaire. Moi, je sais que j'ai travaillé récemment ainsi pour comprendre les motivations de l'investissement vert chez les investisseurs individuels, en fait, auprès d'un panel d'investisseurs. Et ça permet de comprendre d'autres choses et d'apprendre d'autres choses. Initialement, on a eu un gros travail qui a été fait par des gens de Duke University, c'est Campbell Harvey et John Graham, qui ont monté tout un centre là-dessus. Et en fait, il y a eu un papier qui est vu en 2002 dans une très grande revue. Et en fait, eux, la question, c'était de se dire, c'est bien, on a imaginé plein de théories sur les entreprises, et puis il y en a eu un peu dans les années 60 qui posaient des questions aux entreprises, puis après, ça ne s'est pas tellement fait, ou très peu fait. Et donc, on va quand même leur demander pourquoi ils versent des dividendes, par exemple, parce que la politique de dividendes, il y a de quoi remplir cette pièce probablement en article académique. On la comprend toujours mal, on a des idées effectivement d'un certain nombre de choses, mais de fait, en allant vers la réalité, c'est une autre démarche, on arrive à capter des choses. Et donc ça veut dire que si on arrive à travailler avec une organisation, ce qui est bien, c'est que nous, on a tout intérêt à travailler de concert, parce qu'on peut diffuser ces questionnaires. Ça veut dire on peut faire avec des panels de consommateurs, c'est très bien, mais diffuser des questionnaires dans l'organisation directement, ou auprès des salariés ou auprès des clients, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et qui permet de capter des choses que ne feront pas forcément les services marketing, où ils auront des data scientists éventuellement qui vont faire tourner des algorithmes. Mais nous, on va essayer d'identifier des variables latentes auxquelles on ne pense pas forcément immédiatement, quoi. Et l'autre possibilité, qui est très séduisante, c'est celle d'expérimentation in vivo, qui s'est faite quand même pas mal, mais il y a quelques articles en finance là-dessus où on va envoyer des informations différenciées à des échantillons différenciés pour capter les effets de telle ou telle variable dans une prise de décision. Et tout ça, on peut le faire que quand on arrive à travailler avec une organisation. C'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on puisse discuter avec vous. Et on a comme avantage, c'est éventuellement... je vais me mettre en vendeur, mais enfin on pourrait dire ça, puisque quand on envoie des courriers pour essayer de capter l'attention, c'est ce qu'on va dire, on peut vous révéler quelque chose, c'est de dire on peut obtenir des résultats inattendus et de découvrir de nouveaux leviers commerciaux, et ça souvent on voit comme un frémissement avec des leviers en front office. Mais il faut vraiment des intérêts communs, et moi je s'entends pas nécessairement des intérêts pécuniaires. Il faut effectivement une disponibilité, réactivité des parties prenantes et effectivement dans l'entreprise, parce que on le comprend, nous dans le cadre de notre collecte de données, on a eu le cas où pendant 3 mois on n'a pas de nouvelles de la personne qui s'en occupe, parce qu'en fait elle occupe un poste, et en fait c'est un peu plus, d'après ses dires, mais je le crois, c'est un peu plus d'un poste, il est parfois à 150%, et que donc il n'a pas tout son temps à nous consacrer. Il faut qu'on ait un vrai soutien, et j'ai repris les propos de Liste, s'il faut un champion dans l'organisation. Et c'est vrai que si on a un champion, s'entend quelqu'un qui a un niveau décisionnel suffisamment élevé pour dire là on y va et on avance. Et puis dernier point, on ne fera pas de miracle, et ça c'est un point important quand même à avoir en tête, c'est que parfois dans la collaboration avec les universitaires, il y a l'idée qu'on va trouver quelque chose, et que parfois le résultat obtenu, ce n'est pas celui qui est attendu par le partenaire, et ça, nous, on ne va pas revenir dessus. Et c'est déjà, j'en ai déjà discuté avec quelques collègues qui avaient des shares, notamment avec des entreprises, et des fois, ils avaient des résultats déplaisants. C'est dommage, c'est un résultat. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. Oui, Rémi. Pas une question, juste une intervention. Je suis le DG qui a mis 2 ans à signer. Donc simplement, alors j'ai quitté le groupe entre-temps. Alors c'est pas parce que j'ai fait fuiter des données, hein. Au contraire. Donc blague à part, je suis très fier d'avoir pu signer ce partenariat avec vous, parce que justement l'objectif c'est de faire avancer
les études et permettre justement au partage de la valeur d'aller encore plus loin. Donc évidemment, pour vous rassurer tous, tout ce qu'on fournit à nos universitaires sont des données totalement anonymisées et qui vous permettent malgré tout d'aller relativement loin dans vos recherches. Donc merci à vous pour ce partage entre entreprises et universités. Oui. Merci, réciproque. Et par ailleurs, le terme qu'on utilise là, c'est les données pseudonymisées, me semble-t-il, pour pouvoir les tracer. C'est trop subtil pour moi. Mais... Pour pouvoir suivre les individus, me semble-t-il, ça doit être ça. Mais effectivement, on ne sait rien de qui a mis de l'argent. Et évidemment, notre direction du système d'information a totalement validé ces points-là. Donc je vous incite tous, et les juristes aussi, à partager aussi de manière totalement confidentielle ces données avec des chercheurs pour faire avancer la machine. Une autre question ? Bon.